Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de toute la rédaction, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en 2022. Voici les titres de ce 19h30 du 1er janvier. Une nuit de réveillon particulière dans les hôpitaux de Suisse, marquée par la pandémie. Mais malgré l'usure et la fatigue, le personnel soignant reste mobilisé. Reportage à la maternité du centre hospitalier de Bienne. Des fêtes pour décompresser, mais sous restriction. C'est le cas dans les stations valaisannes où de nombreux touristes ont célébré le passage à la nouvelle année. À Haute-Nanda, les autorités ont veillé au respect des mesures. Unité du pays, notre nouveau président de la Confédération, Ignazio Cassis, prône la cohésion de la Suisse en cette période de pandémie dans ses vœux d'allocution du Nouvel An. Décryptage. Des funérailles en toute simplicité pour un homme qui a marqué l'histoire de son pays. L'Afrique du Sud a rendu aujourd'hui un dernier hommage à l'archevêque Desmond Tutu, guide inspirant pour toute une nation. Cela faisait 18 ans que la Poste n'avait plus augmenté ses tarifs. Il vous faudra désormais débourser plus pour affranchir votre courrier et vous pourrez utiliser de nouveaux timbres. Ce passage à une nouvelle année s'est déroulé dans un climat particulier dans les hôpitaux de Suisse, marqué par près de 2 ans de pandémie et une grande fatigue du personnel médical. Mais soignantes et soignants étaient bien sûr mobilisés durant cette nuit de réveillon, avec ici ou là quelques rares moments de décompression. Notre reportage à la maternité du centre hospitalier de Bienne, Patrice Ruyer et Gabriel Devec. Dernière entrée en service pour Yolanda et son équipe avant la nouvelle année. Elle désire une péridurale, elle aimerait aussi avoir l'acupuncture. Elle a déjà des contractions? Pas trop, pas régulières. Concentration, sérénité, mais aussi un brin d'excitation en cette nuit particulière. Et puis à minuit, on se voit à la cuisine, parce qu'on va quand même encore fêter Nouvel An. Tip top. Et ainsi tourner la page d'une année 2021 éprouvante. Oui, on a vraiment passé une année difficile, tous, surtout aussi les soignants, les sages-femmes, peu de personnel. Il fallait travailler plus encore en équipe, remplacer des gens dans d'autres services. Mais Yolanda, qui exerce son métier avec passion depuis 20 ans, parvient à faire oublier le contexte pesant du Covid à la seule maman proche d'accoucher ce soir-là. On est dans un monde parallèle ici, hein. Non, c'est très bien. Il n'y a pas de meilleur endroit. C'est le premier bébé pour 2022 ? On y croit. On y croit. Vient enfin le moment de lâcher un peu la pression et de se réjouir ensemble. Une parenthèse de courte durée pour Yolanda, qui file prêter main forte à l'étage des nouveau-nés. Comme dans la plupart des hôpitaux durant cette pandémie, il faut pallier le manque de personnel, à l'image de Laure, qui remplace une infirmière malade. Oui, j'ai laissé ma soirée de côté pour venir dépanner mes collègues et puis soigner les gens qui a soigné. Mais la lourdeur des conditions n'empêche pas Laure, Yolanda, d'afficher un dévouement intact au moment d'avancer dans la nouvelle année. Un passage à la nouvelle année marqué par le Covid et par les restrictions. Ainsi, dans les stations valaisannes, les rassemblements spontanés ne devaient pas excéder 15 personnes. De quoi compliquer la tâche des responsables de la sécurité. Le reportage dans la station de Haute-Nanda de Florence Wistiner et Erwan Jagu. Joyeux, les fêtards de Nouvel An étaient hier soir au rendez-vous au cœur de Nanda, avec un message aux plus hautes instances du pays. Cette année, on attend un maximum de fun, on espère que tout se passera bien, que tout le monde passe une belle année à la maison ou avec des gens dans les stations de ski ou n'importe où. Et on remercie quand même le Conseil fédéral pour avoir été un peu plus souple au niveau des mesures. Ça c'est bien dit ça. Voilà, merci. Si la fête était permise hier, elle était en Valais soumise à une restriction supplémentaire à celle déjà existante. Je pense que vous avez tous entendu parler de la dernière décision du Conseil d'État. C'est 15 personnes maximum sur la place publique. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Garantir le respect des règles en cette période hautement sensible, c'est la mission de la commune. De ce QG, organisé pour l'occasion, partiront donc des patrouilles durant toute la nuit. On va surtout faire de la présence, montrer qu'on est là, sensibiliser en fait la population qui sera dehors cette nuit. Et force est de constater que les gens jouent le jeu, privilégiant les espaces autorisés, terrasses et établissements publics pour fêter. On a eu les décisions communales,
On a le droit jusqu'à dehors, à l'extérieur, la musique et le service. On a été obligé de prendre un agent de sécurité. Moins exubérant, mais tout aussi heureux d'être là, certains ont choisi de monter à 2200 mètres sur les pistes pour réveillonner. C'est pas tout à fait comme d'habitude, mais ça fait du bien quand même de sortir de notre cadre habituel et de pouvoir faire la fête, enfin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 ? Une vie normale. Pas plus. Une vie normale. Travailler normalement. Et que cette pandémie, enfin, disparaisse, quoi. Restaurateurs, clients ou agents de l'ordre, hier soir, tous avaient en commun un même vœu pour 2022. Presque une pensée magique, commandant les enfants qui veulent plier la réalité à leurs souhaits. Que tout redevienne juste normal. Et à Lausanne, sous les arches du Grand Pont, la fête était presque normale avec sa traditionnelle silent party où chacun choisit sa musique. Il fallait toutefois être testé, vacciné ou guéri. 2500 personnes ont dansé jusque tard dans la nuit. Une dernière soirée réussie pour le bar qui va fermer ses portes en raison de travaux de rénovation. Le reportage de Laurence Milasevich. Toutes les conditions ont été réunies pour une soirée réussie, avec une envie largement partagée de se sentir rassemblés et oublier un peu les désagréments causés par la crise sanitaire. Surtout en 2021, on a envie de passer en 2022. Et donc tout le monde a envie d'avoir l'année 2021 un peu derrière soi, même si en 2020 c'était déjà un peu compliqué. On a quand même de l'espoir pour 2022. On dit au revoir à notre DJ Nata qui a fait un super job. Et welcome to Wiki Madison qui reprend la main. La Silent Disco, c'est toute génération confondue. En fait, on peut avoir plein de DJ différents qui font plein de musiques différentes, donc tout le monde y trouve son compte. C'est très festif et tout le monde danse, donc c'est le but du Nouvel An. Une silent party à ciel ouvert pour passer collectivement le 31. Ce concept, instauré ici en 2016, plaît beaucoup et, c'est vrai, à tout âge. On s'est retrouvés tous les deux et on a réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour nous amuser. Et ça, c'était vraiment l'option parfaite. C'est trop bien. En plus, le temps est génial ce soir. Il fait juste un peu chaud, hein. Mais c'est excellent et voilà. Ah, c'est une soirée spectaculaire, sans déconner, il n'y a rien à dire. On s'amuse, impatient d'être en année 2022. Nouvel an, c'est important de passer ensemble, quoi. Donc c'est une bonne occasion. Écoutez la musique. Happy New Year! Minuit pile, une foule compacte et très joyeuse a vécu ici cet instant mémorable. La cohésion, l'unité du pays, ce sont les valeurs mises en avant par notre nouveau président de la Confédération, Ignacio Cassis, dans ses vœux du Nouvel An. Une unité souvent mise à mal ces derniers mois par les débats autour des questions liées à la pandémie. Des vœux commentés par Thierry Clémence. On l'a vu cette semaine, inspiré, créatif même Ignacio Cassis dans son rôle de chef de gare avec la carte officielle du Conseil fédéral 2022. Eh bien le voici aujourd'hui sur une autre voie, président de la Confédération. Dans son allocution de Nouvel An, un discours forcément inspiré par la pandémie. Et si la pandémie nous a séparés, elle ne nous a pas divisés. Et elle ne nous divisera pas. Des mots, vous en conviendrez, un peu empruntés à la méthode Coué. La pandémie fait des dégâts, les hôpitaux se remplissent, on commence à réaliser dans ce pays que les trains n'arriveront peut-être pas tous à l'heure. Des pans entiers de l'économie risquent de souffrir à nouveau. Alors oui, la volonté du Conseil fédéral de rassembler est évidente, l'unité du pays avant tout. Écoutez, ça se veut solennel. Comme vous, nous sommes à la fois les plaines du plateau, les glaciers des Alpes et les palmiers du Tessin. Nous venons tout autant de la ville que de la campagne, du centre que de la périphérie. Malgré ces différences, ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous sépare. Message politique, message d'espoir aussi 2022. Année de pandémie, année AVS, du climat aussi, les défis sont gigantesques. Ensemble, nous sommes la Suisse. Que l'esprit de cohésion et l'amour de la diversité nous aident à relever les défis qui se poseront à nous durant l'année à venir et nous permettent aussi de profiter ensemble des moments de joie et de sérénité. Comme premier discours de président, on dira qu'il était plutôt réussi.
Et si la question européenne n'a pas été abordée par Ignazio Cassis dans son allocution, elle était en bonne place dans celle du président français et pour cause. À minuit, la France a pris la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. Emmanuel Macron a terminé son allocution par un « Vive notre Europe, vive la République et vive la France ». À partir de ce 1er janvier, la France préside donc les 27 membres du Conseil de l'Union européenne. Un tremplin potentiel pour Emmanuel Macron dans le contexte d'une élection présidentielle pour laquelle il n'est toujours pas candidat officiel. Anne Fournier. Voici donc la France, présidente du Conseil de l'Union européenne. 6 mois, une kyrielle de sommet avec des ambitions en matière de taxe carbone ou de régulation du monde numérique. 6 mois de visibilité avec un arôme particulier pour Emmanuel Macron. Je dirais que nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Souveraineté, frontières, des termes à la mode ces derniers temps, surtout dans les discours politiques de l'Hexagone. Car oui, ces 6 mois de gouvernance européenne interfèrent avec la campagne de la présidentielle en avril. Emmanuel Macron avait célébré sa victoire en 2017 avec l'hymne européen. Et quelques mois plus tard, un discours à la Sorbonne consacré à l'Union. Aujourd'hui, il veut amplifier l'action française à Bruxelles, sans arrière-pensée, selon son équipe. Le président de la République a toujours eu l'Europe au cœur de ses engagements. Donc, qu'il y ait cohérence, du coup, entre l'agenda présidentiel, campagne présidentielle et PFUE, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que le président de la République n'a pas découvert l'Europe pour en faire un tremplin. Reste que ses adversaires ont déjà dénoncé une instrumentalisation derrière cette fonction européenne. Un double jeu qui assurerait au président une campagne déguisée. Il surfe sur quelque chose d'un peu plus ambigu parce qu'il est à la fois dans la continuité de cette position qui est qu'il faut une Europe forte, une Europe souveraine, et en même temps il tient quand même des discours, notamment sur Schengen et autres, qui sont des discours qui peuvent plaire à un électorat de droite dont il pense qu'il aura besoin pour être élu. Selon un récent sondage, 63% des Françaises et Français estiment que l'Europe aura du poids dans leur choix pour l'Elysée. Emmanuel Macron fait de son engagement pour l'Union européenne l'un des points majeurs de ses ambitions 2022. Mais ces 3 mois entre campagne et fonction officielle pourraient se révéler périlleux, voire acrobatiques. Surtout s'y viennent s'ajouter d'autres urgences comme la crise sanitaire. 6 mois de présidence européenne pour la France, avec peut-être 2 chefs d'État différents. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Suisse, cette présidence européenne de notre grand voisin, dans ce contexte de froid entre la Suisse et l'Union européenne depuis le rejet de l'accord-cadre ? Eh bien, a priori, non, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que sur le papier, la France connaît très bien le dossier bilatéral, qu'elle y a des intérêts. Les autorités françaises ont toujours en tête le sort de leurs nombreux frontaliers. Mais malgré ça, depuis l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée, la France est le pays le plus raide sur le dossier suisse. Celui vraiment qui pousse la Commission européenne, qui lui dit qu'il ne faut pas faire de concessions. Je l'ai vu vraiment à plusieurs reprises ces dernières années. Et puis pendant cette présidence européenne, Emmanuel Macron veut promouvoir la souveraineté, l'autonomie de l'Union européenne. Il n'a pas beaucoup de patience et d'indulgence pour les pays qui veulent suivre un autre chemin. On l'a vu avec les Britanniques. Les Français ne sont pas non plus les plus pragmatiques des Européens. Ils sont très attachés au respect des règles à la lettre, notamment les règles du grand marché européen. Cet après-midi, la France a publié les 76 pages de son programme pour les semaines qui viennent. Le mot suisse y figure une fois, et c'est simplement pour dire que la France contribuera au travail d'évaluation en cours de la relation bilatérale. Isabelle Horry, merci beaucoup pour cette analyse. Des funérailles en toute simplicité, sans faste, c'était le souhait de l'archevêque Desmond Tutu, héros de la lutte anti-apartheid. Un souhait respecté, mais les Sud-Africains qui l'aimaient tant n'ont pas pu se rassembler autour de la cathédrale en raison de la situation sanitaire. Le reportage de Joséphine Klockner. Un simple cercueil de pain clair aux poignées de corde et une cérémonie sans extravagance. Les funérailles de Tutu telles qu'il les avait souhaitées. L'émotion était pourtant là. Sa fille a remercié tous ceux qui lui ont rendu hommage ces derniers jours. Nous vous remercions d'avoir aimé notre père. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a prononcé une éloge funèbre touchante.
qui a remis le drapeau sud-africain à la veuve de Desmond Tutu, celle que l'on appelle affectueusement ici Mama Lia. Seul manquait pour parfaire cette cérémonie le grand ami de Tutu, le Dalai Lama. Il aurait beaucoup aimé venir, mais il envoie ses condoléances et partage sa tristesse avec le peuple sud-africain et la famille. Avec seulement une centaine d'invités en raison de l'épidémie et les rues environnantes barrées par la police, les Sud-Africains n'ont pu suivre la cérémonie qu'à distance, la plupart chez eux. Malgré la pluie du début de matinée, une poignée d'entre eux ont tout de même suivi les funérailles à quelques pas sur la place de l'hôtel de ville. Je suis venu spécialement de Soweto pour ces funérailles. On se demande souvent où on en serait aujourd'hui si Tutu n'avait pas été là. Il était l'un des grands Africains. Il a vécu avec les pauvres et nous a montré que ce ne sont pas les richesses qui font ce qu'on devient. Cette journée clôture une semaine où beaucoup ont partagé leurs souvenirs de Desmond Tutu, comme l'archevêque du Cap Thabo Makgoba, qui a dirigé les funérailles. La veille de sa mort, pour Noël, je lui ai célébré la messe. Et il n'a pas cessé de me dire « merci, merci, merci ». Jusqu'à la fin, il était une personne pleine de gratitude. Un homme humble et un père de la nation, dont l'héritage humaniste continuera de vivre et guider les Sud-Africains. 2022 sera-t-elle l'année de la fin de la pandémie? C'est en tout cas un espoir. Et pour l'OMS, cela passe par la vaccination de 70% de personnes dans tous les pays du monde. Nous en sommes encore loin. 11 milliards 200 millions de doses. Telle a été la production mondiale de vaccins contre le Covid cette année. Insuffisant pour immuniser les 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Mais la capacité de production augmente. Serge Chériot et Pascal Janra. Un geste accompli 8 milliards 600 millions de fois en une année sur la planète. Un peu plus qu'elle n'abrite d'êtres humains. Mais il n'y en a qu'une petite moitié à être pleinement vaccinée aujourd'hui contre le Covid-19, 3 milliards 6. Le problème pour l'OMS, c'est la répartition. Les déserts vaccinaux en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, où le taux de vaccination est inférieur à 10 ou 20%. La production de vaccins l'an dernier aurait pourtant suffi à vacciner 40% de la population dans tous les pays. C'était l'objectif. Manqué. 40%, c'était faisable. Et au-delà de la honte morale d'avoir échoué, cela a coûté des vies humaines et laissé le champ libre au virus de circuler sans contrôle et de pouvoir muter. Cette année, en revanche, les doses ne manqueront pas. Les fabricants renforcent et multiplient leur capacité de production, se rapprochent de leur marché, comme Moderna en Afrique ou en Australie. La production annuelle devrait doubler. Avec presque 9 milliards de doses en juin déjà, elle pourrait culminer à 24 sur l'année. 24 milliards de doses issues des 4 technologies de vaccins autorisées. J'appelle tout le monde à prendre une résolution de Nouvel An, celle de soutenir ensemble la campagne visant à vacciner 70% des populations d'ici la mi-2022. Nous avons 185 jours pour réussir. Le compte à rebours commence maintenant. 70% de vaccinés dans chaque pays du monde pour leur protection, mais aussi pour laminer globalement le virus et l'émergence de nouveaux variants menaçants pour l'humanité. Pour cela, solidarité et coopération internationale compteront autant que le nombre de doses. Cela faisait 18 ans que ce n'était pas arrivé. Dès aujourd'hui, 1er janvier, il vous faudra dépenser un petit peu plus pour affranchir votre courrier. 10 centimes de plus pour le courrier A, 5 pour le courrier B. Une augmentation qui nécessite la mise sur le marché de nouveaux timbres. Les explications de Céline Brichet. Dans les offices de poste du pays, l'année 2022 commence avec du changement. Alors là, on a les 5 centimes ici. Exactement. Et puis? Et là, on a encore les 10 centimes, les nouveaux en supplément. Et les nouveaux timbres sont là avec les nouvelles valeurs. De nouveaux timbres, pour de nouveaux prix, dès aujourd'hui une lettre en courrier A passe de 1 franc à 1 franc 10. Cela fait 18 ans que la Poste n'avait pas changé le prix des lettres. Les gens envoient de moins en moins de lettres. Depuis 2002, c'est moins 40%. En même temps, le nombre de ménages auxquels les facteurs, les factrices distribuent des lettres augmente.
Donc ça veut dire que le coût pour la poste pour distribuer une lettre augmente aussi. Donc il fallait s'adapter. De nouveaux timbres de 1 franc 10 et 90 centimes sont donc vendus, mais pas d'inquiétude, les anciens restent valables. Il ne faut absolument pas jeter les timbres que vous avez achetés jusqu'à maintenant. Donc un timbre avec une valeur de 85 centimes garde cette valeur de 85 centimes. Sauf il faut ajouter un timbre additionnel de 5 centimes pour arriver à l'affranchissement correct, par exemple pour un courrier B de 90 centimes. La Poste promet d'être clémente pendant le premier mois. Les affranchissements manquants seront ensuite facturés à l'expéditeur. Le prix des colis reste lui inchangé. Dans l'actualité sportive, pour la traditionnelle journée de ski du Nouvel An, tous les regards étaient tournés vers l'Allemagne. Du côté des fondeurs et fondeuses, la 4e étape du Tour de ski leur a permis de relever un peu la tête. Quant aux sauteurs à ski, ils ont dû se contenter des places d'honneur sur la tournée des 4 tremplins. Odessa Blanc. Jovian Hediger a signé une performance de choix à Oberstdorf en se classant 8e du sprint en style classique. Le Vaudois échoue de peu au stade des demi-finales, mais ça reste son meilleur résultat de l'hiver, encourageant à un mois des Jeux Olympiques. La victoire est revenue à l'inévitable Norvégien Johannes Klebe, leader incontesté de ce Tour de ski. Chez les dames, Nadine Fendrich termine elle aussi 8e, également éliminée en demi-finale. Un résultat tout de même probant pour la Lucernoise, n'étant pas une spécialiste du classique. Déjà vainqueur ici même il y a 2 ans, la Russe Natalia Nepreyeva s'impose dans ce sprint et prend par la même occasion la tête du classement général de la compétition. En saut ski du côté de Garmisch-Partenkirchen, Kilian Payer termine au 12e rang final grâce à un 2e saut de toute beauté. C'est le meilleur Suisse aujourd'hui. Ça s'est moins bien passé pour Gregor Deschwanden. Le Lucernois échoue au 25e rang de ce concours. Quant à Simo Hamann, il n'a pas réussi à atteindre la finale. Cette 2e étape de la tournée des 4 tremplins est remportée par le Japonais Kobayashi, déjà vainqueur à Oberstdorf mercredi dernier. Et pour terminer cette édition, nous vous proposons le traditionnel tour du globe des festivités du passage à 2022. À chaque fuseau horaire, son décompte. Malgré des restrictions sanitaires, le ciel dans de nombreuses villes s'est illuminé de feux d'artifice et le public était au rendez-vous. Aurélie Coulon. Sydney, une des premières villes sous le 12e coup de minuit. La baie illuminée par un feu d'artifice dominant son célèbre opéra. Quelques heures plus tard, l'Asie passe le cap de 2022, sobrement à cause du Covid. À Tokyo, ni pyrotechnie, ni décompte et des écrans éteints. La foule, elle, était bien présente. En Europe, certaines grandes villes ont maintenu leur feu du réveillon. Les fêtards de Belgrade et de Madrid sont descendus dans la rue pour les admirer. À Londres, Big Ben est sorti du silence pour sonner minuit après 4 ans de travaux de restauration. Au-dessus de la Tamise, des feux spectaculaires pour des Londoniens privés de leur traditionnelle fête de Trafalgar Square, annulée à cause de la pandémie. Paris a renoncé à ces feux, mais beaucoup se sont retrouvés sur les Champs-Élysées pour célébrer ensemble et peut-être voir la Tour Eiffel scintiller aux couleurs de l'Europe. 6 heures plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, les New-Yorkais ont égrené à leur tour les secondes, baignés dans les lumières de Times Square et se souhaitant leurs meilleurs vœux. 2022, des amis sympas, de bons moments et plus de Covid, plus de Covid. Fin du tour sur la plage bondée de Copacabana. Des noceurs venus par milliers admirer les feux d'artifice qui avaient été annulés l'année passée. Partout, on a tourné la page de 2021, plein d'espoir pour 2022. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous aurez le plaisir de retrouver Maria Métral pour la météo. Et après les vœux du président de la Confédération, Ignacio Cassis, ne manquez pas 52 minutes. Demain, vous retrouverez Philippe Reva. Je vous souhaite une nouvelle fois tous mes vœux pour cette nouvelle année. Excellente soirée. À bientôt. Suivez l'information en continu sur RTS Info.